Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission de Folk Causé. Ce soir, nous vous accueillons encore une fois avec beaucoup de plaisir. Alors, depuis plusieurs semaines, dans les foyers, dans les rues, le débat s'intensifie en Martinique concernant ce changement de statut. Faut-il le craindre ou l'espérer? Alors, des mots tels que autonomie, indépendance, évolution institutionnelle font peur à beaucoup, font rêver certains, en tout cas font réagir. Nous tenterons avec nos 4 invités de comprendre réellement ce qui se cache derrière cette évolution. Et puis, évidemment, on tentera d'y voir un petit peu plus clair, sachant, chers Itata, que pour prendre une direction, il faut connaître le chemin, il faut le comprendre. Avec nous, vous 4, messieurs, déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Nous aurons peut-être un aperçu sur ce qui se cache derrière tous ces mots. Je vais vous présenter à nos Itata, à nos téléspectateurs, Monsieur Justin Daniel, en premier lieu. Merci d'être là, Monsieur Justin Daniel. Vous êtes donc politiste ou encore politologue et vous êtes donc également professeur émérite à l'Université des Antilles. J'ai une toute première question pour vous introduire dans ce débat. Monsieur Justin Daniel, qu'est-ce qui se cache réellement derrière ces mots, derrière les mots changement de statut? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour notre Itata lambda qui écoute? Alors, je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il y ait un consensus sur la définition de ces différents termes, évolution institutionnelle ou changement de statut. Pour rester dans la simplicité, oui, je dirais que changement de statut implique au moins 2 choses. Un changement de régime législatif, c'est-à-dire les modalités d'application de la loi, et un changement de cadre institutionnel. D'accord. Pour prendre un exemple très simple, en 2016, la Martinique a basculé du statut de département-région d'outre-mer à celui de collectivité territoriale unique. Oui. Il y a eu un changement de statut, même si le régime législatif n'a pas changé. Donc, je pense qu'en touchant à l'une de ces 2 composantes, on modifie le statut, même si tous les spécialistes ne sont pas d'accord sur la définition que l'on peut donner, certains se focalisant exclusivement sur le régime législatif. Oui, juste pour compléter donc, les propos de Justin, il est désormais acquis qu'on ajoute un 3e élément, c'est la question des compétences. Puisque, effectivement, l'État ne saurait nous transférer des compétences qu'il a lui-même déjà transférées à l'Union européenne. Donc, ce sont les 3 éléments, notre organisation administrative, encore administrative, le régime législatif et la question des compétences. Il suffit de regarder l'article 372-4 donc, de la Constitution. Alors, merci pour cette transition. Ça me permet de vous présenter Monsieur Bertrand François Lubin. Vous êtes également enseignant à l'UA et également à l'IFMES. Et vous êtes, vous, docteur en droit public, on vient de l'entendre. Tout à fait, oui. Alors, selon vous, pour aller un petit peu plus loin dans la question, est-ce que les citoyens martiniquais, nos concitoyens, est-ce qu'ils savent de quoi on parle quand on parle de... Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce que ça a été pédagogiquement parlant? Est-ce que le travail a été fait selon vous? Alors, je ne sais pas si le travail a été fait, je sais une chose qu'il est à faire. En tout cas, parce qu'effectivement, comme l'a dit donc, Justin tout à l'heure, ce sont des termes qui sont polysémiques, au sens où donc, ils ont plusieurs sens, et je ne suis pas sûr que ceux qui sont à l'origine de ce projet maîtrisent eux-mêmes les mots qu'ils utilisent. C'est un constat que je fais. Parce qu'il y a beaucoup de peur et de méfiance dans ces mots. Je voudrais ajouter... pardonnez-moi de vous interrompre. Oui. Je voudrais ajouter que le débat n'a pas eu lieu parce que cette question a fait irruption en cours de mandature alors que nous sortions d'une première expérience d'évolution institutionnelle, la mise en place de la collectivité territoriale de Martinique, qui ne s'était pas très bien passée. Et cette expérience a été suivie par une campagne électorale au cours de laquelle, à ma connaissance, cette question n'a absolument pas été abordée. Par conséquent, les Martiniquais l'ont redécouvert en 2022 sans qu'il y ait un véritable débat sur la place publique concernant cette question. Alors, est-ce que ça n'aurait pas commencé avec le mouvement de la crise sociale qu'on a connu en septembre de l'année dernière avec pas tout à fait. Je ne pense pas. Parce que, permettez, c'est que le Martiniquais n'a pas été informé du mouvement. Le mouvement, pourquoi et quel mouvement exactement? Parce qu'on parle de statut, mais jusqu'à maintenant, j'ai l'impression, de ce que tu dans la rue, Tissoson ne sait pas pourquoi ils veulent le changement. Parce qu'ils disent que
c'est une histoire d'indépendantistes et d'autonomistes. Donc, et ça, c'est... D'où l'importance de cette émission. Voilà. Alors, permettez, messieurs, est-ce que je peux juste présenter notre quatrième invité? Bonsoir, monsieur Moïse Udinot. Vous êtes donc sociologue. Et monsieur Udinot, quand vous entendez ce qui a été dit autour de la table jusque-là, qu'est-ce que vous dites face à cette méfiance et ces peurs qu'ont les Martiniquais devant ces mots? Quel est le projet social? Quel est le projet de société que l'on veut? De quelle manière on se regarde? Et à quel moment les Martiniquais se sont prononcés sur un changement de statut et sur leurs besoins? Parce que ça, c'est la chose la plus importante. Quels sont nos besoins? Quelles sont nos réalités? Et puis, de quelle manière il y a une collusion entre les politiques et la société civile? Alors, je voudrais peut-être préciser, faire un rapide historique pour dire que le Congrès qui réunit les élus de la Martinique, les parlementaires, les conseillers à l'Assemblée, etc., et également les conseillers exécutifs, il s'est réuni tout de même en 2023. Oui. Parce qu'il y a eu un premier débat et une proposition, une résolution qui a été adressée au gouvernement, mais qui est resté sans suite. Mais là où les choses sont un petit peu difficiles à comprendre, c'est que cette résolution devait s'accompagner du Congrès du peuple, qui devait se tenir entre janvier et juin 2024. Et c'était effectivement une idée très intéressante, puisqu'il s'agissait de débattre d'un éventuel projet, d'un certain nombre de leviers sur lesquels on pourrait agir pour assurer le développement ou un meilleur développement de la Martinique. Or, ces débats n'ont jamais eu lieu. Ils ne se sont pas tenus et puis, entre-temps, on a été rattrapé par la dissolution de l'Assemblée en juin 2024, si bien qu'aujourd'hui, peut-être les Martiniquais découvre avec un peu de surprise, mais en réalité, le débat, il couvre, je dirais, depuis un certain temps auprès des élus. On va monter au Congrès du Monde Rouge. Hein. Oui. Donc, ces questions-là, alors c'est ce qu'on appelle dans notre langage, une antienne, c'est-à-dire ANTI, donc pour signifier que quelque chose qui revient de manière récurrente sur la place publique, et depuis, donc, on va dire 50 ans, 60 ans, effectivement, cette idée, effectivement, imprègne les esprits, donc, alors avant tout, donc, de nos politiques et d'une certaine manière aussi donc, des Martiniquais, de la société martiniquaise, qu'on le veuille ou non. Mais c'est le signe tout de même d'une insatisfaction profonde et d'une difficulté pour l'État à se réformer à partir de ces marges que constituent les outre-mer. Ça, je pense qu'il faut vraiment être conscient de cela. Et d'ailleurs, on discute à la Martinique de réforme institutionnelle, voire d'évolution statutaire, mais en France, il y a également un débat sur une nouvelle phase de décentralisation. Après le rapport qui a été élaboré par Eric Woerth. Donc, c'est un débat récurrent. Mais je voudrais ajouter, rebondir un peu sur ce que nous disait M. Udinot. Udinot. Oui. Permettez. Il y a tout de même derrière ce malaise, donc dans les rapports avec l'État, une autre question qu'il ne faut absolument pas esquiver, qui est peut-être la fin d'un système, la fin d'un cycle. Je dirais le cycle qui a été inauguré en 1946, le cycle de la départementalisation, qui repose sur une logique qui, aujourd'hui, n'est plus tenable. Et toute la difficulté, c'est de savoir comment on peut tenir les deux bouts, comment on peut articuler ce que tu as appelé tout à l'heure le projet et la réforme institutionnelle pour mettre tout ça au service du développement de la Martinique. C'est ça le vrai débat, je crois. D'accord. Monsieur Udinot, suite à ce que dit Monsieur Justin Daniel à l'instant, est-ce qu'il n'y a pas là un rapport à notre identité, à qui nous sommes? Ben, le problème, il est profond. C'est-à-dire que, oui, il y a un problème par rapport à l'identité. C'est une identité qui est déjà une identité hybride. Nous sommes dans un système politique, social et qui est très particulier, où on n'a pas le sentiment que
nous avons la capacité de choisir notre destin. Nous n'avons pas la capacité de choisir le chemin que nous voulons et que nous avons systématiquement une épée de Damoclès qui est l'État, qui finalement nous dit des choses, mais nous cache d'autres choses derrière. Non, mais tout ça, c'est parce que je pense qu'il y a on n'est pas informé, il manque d'informations. On nous dit, mais on ne nous dit pas pourquoi. Donc, par exemple, on a parlé moi j'ai entendu parler de changement de statut, mais beaucoup de gens ne savent pas pourquoi on veut changer. On dit on va changer parce qu'on a même l'impression, on ne fait que du changement, parce qu'on est passé d'un conseil général, on a fusionné, maintenant on va passer à un changement de statut, après donc on change, mais on ne nous dit pas pourquoi. Oui. On a même l'impression que c'est pour se faire bien, pour les politiques remplissent leur carte de visite. Non, mais je pense qu'objectivement, il y a une volonté derrière d'essayer de revenir à la question de l'identité. Et c'est pourquoi il y a cette méfiance vis-à-vis des politiques. Au-delà de cette méfiance, j'essaye, et puis l'information, si on l'a, on va la chercher. Hein. Oui, non. Il y a une partie des gens qui peuvent la chercher, mais ce n'est pas tout le monde qui peut aller vers l'information. Parce que vous avez un jeune de 20-30 ans, même des jeunes de 20-30 ans, ce n'est pas tout ce qui manipule les nouveaux systèmes de communication. Et allez voir ceux qui ont 50-60 ans. Monsieur Marie-Rose, je ne pense pas vous avoir présenté, cher Zitata, Monsieur Pierre Marie-Rose est la voix du terrain, on va dire, la voix de la rue. Voilà, alors, vous entendez les conversations au marché, dans la rue, exactement. etc. C'est pourquoi je réagis comme ça, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, il y a changé de statut, nous sommes conseil général, il fait un sel, il y a demandé il y a des pour qu'il fait. Est-ce que ce n'est pas 4 visites, est-ce que ce n'est pas pour ministre de la Martinique, ministre de ceci, ministre de cela ?» Donc c'est la réflexion que les gens de la rue font. Mais il y a un travail pédagogique. Pardon. Je crois qu'il y a un travail pédagogique à faire. L'autre travail. Ouais. Alors je vais essayer de ne pas rester dans l'émotion et essayer d'aller un peu plus loin. Le problème, c'est qu'entre ce que disent les gens et ce qui devrait être fait, si c'était expliqué, si c'était explicite, si les gens étaient associés à cette démarche-là, je pense que ce problème-là se poserait beaucoup moins. Donc, je reviens une fois de plus à ce niveau-là, au niveau de la question de l'identité. On change de statut, on a posé un drapeau, on pose des actes. La question, c'est est-ce qu'on peut craindre ou est-ce qu'on peut espérer le changement de statut? Quelque part, on l'espère, mais dans la crainte. Ouais. Monsieur Justin. Le problème, c'est que les élus ont peut-être une fâcheuse tendance à travers la façon dont ils présentent les choses, à les ramener à leur simple dimension institutionnelle. Or, les problèmes que rencontre aujourd'hui la Martinique dépassent très largement la dimension institutionnelle. Oui. Nous sommes face, par exemple, à un choc démographique que nous n'avons pas anticipé et que la société martiniquaise aura toutes les peines du monde à absorber. Qui peut croire aujourd'hui qu'un simple changement institutionnel par une je ne sais quelle vertu permettra de régler tous les problèmes que nous rencontrons? Le problème de la vie chère, les dysfonctionnements des services publics. Je pense que la démarche des élus est sans doute justifiée, mais elle est totalement desservie par le contexte actuel, faute peut-être de cette pédagogie en amont pour expliquer très clairement ce que l'on souhaite et surtout où est-ce qu'on veut aller. Par rapport à ce que vous dites, qu'est-ce que vous pensez? Quand les gens disent ils ont déjà des habilitations, ils ne savent pas les utiliser, ils demandent d'autres. Alors, par rapport à ça, Bertrand va compléter le cas échéant. Les habilitations ont été mises en place après la réforme de 2003. Mais c'est une procédure qui est extrêmement lourde et extrêmement encadrée et qui laisse une marge de manœuvre très faible. Et dans les nouvelles habitations, ceux qui demandent le changement, est-ce que ça va améliorer le système? Alors, il y a des choses que l'on peut faire pour faciliter les habilitations. Aujourd'hui, le gouvernement n'est pas tenu de répondre. Et souvent, il ne répond pas. Il ne répond pas. Donc il joue au consent, alors? Non, justement, la loi, le rapport qui a été
commandé par le président de la République, le rapport EGEA Montlouis Calixte, propose notamment que si le gouvernement ne répond pas dans les 3 mois, Voilà. eh bien, l'habilitation est réputée acquise. Moi, je crois que c'est une bonne chose Oui. que d'aller dans cette direction-là. Et ça ne demande pas de modifier, ce qui peut être difficile dans les circonstances actuelles, de modifier la Constitution. Il suffit simplement de modifier une loi organique. S'agissant également de l'adaptation, moi je trouve que dans le rapport, il y a quelque chose de très bien. Il dit que, au fond, l'adaptation est souvent considérée comme une dérogation alors qu'elle devrait être automatique. On sait très bien que la Martinique, ce n'est pas l'Hexagone. C'est pas la France, comme on disait dans le temps, métropolitaine. Nous avons des particularismes. Nous avons, j'aime pas trop le terme des spécificités, nous avons, je dirais peut-être, des contraintes. Voilà, des contraintes, des caractéristiques particulières. Des contraintes pour reprendre la formulation de l'Union européenne. Donc ça nécessite une adaptation, le plus souvent, que le gouvernement ne fait pas. Les élus ont la possibilité de demander à faire l'adaptation, mais c'est tellement compliqué qu'ils préfèrent y renoncer. Et le fameux rapport propose, par exemple, que l'adaptation soit considérée comme une exigence constitutionnelle. Donc, elle s'impose quand il y a quand une loi est décidée ou un décret est pris, eh bien, on va l'adapter à nos circonstances particulières. Moi, je crois que ça ce sont des choses qu'il faut. Voilà. Mais entendons-nous bien, je ne suis pas en train de dire que ces changements suffiront à eux seuls pour régler tous les problèmes que nous avons. Disons qu'on peut parler d'hypothèses basses et d'hypothèses plus hautes. L'hypothèse basse, c'est celle-ci. Effectivement, il y a matière à réformer la procédure d'habilitation parce qu'elle est pour le moins fastidieuse, trop longue. Donc on sait, le mot procédure est déjà, effectivement, renvoie à procédurier, donc on sait ce que ça charrie comme idée. Donc il y a matière à revoir la procédure d'habilitation. Après, nos élus, lors du dernier congrès, la résolution indique qu'ils revendiquent un pouvoir normatif autonome. Alors là, on commence à aller un peu plus loin. D'accord ? Bon, comment cela peut se traduire concrètement ? On peut opter pour le modèle, toujours dans l'hypothèse basse, un peu comme Saint-Martin. Mais véritablement, en analyse, Saint-Martin ne déroge pas à la situation de la Martinique, contrairement à ce qu'on peut penser. Parce qu'on a tendance souvent à dire que voilà le modèle de Saint-Martin. Mais ça, ce n'est qu'une hypothèse peut-être plus haute que celle que je viens donc de présenter, de décrire, mais elle est loin d'être satisfaisante. Parce que les collectivités qui sont regroupées dans l'article 74, il faut faire la différence. Il y en a 4, 5, si on ajoute Wallis et Futuna. C'est la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Il y a ce qu'on appelle le régime de l'Atlantique, et puis donc le régime plus proche de la Polynésie française. Et c'est la Polynésie française qui, quelque part, sert de phare, si on veut aller plus loin. Ils ont donc la possibilité d'adopter ce qu'on appelle des lois de pays. Autrement dit, c'est un peu ce que nous revendiquons, nos élus revendiquent, la possibilité d'adopter des règles dans ce qu'on appelle des matières qui relèvent de la loi. Alors, pour être simple, dans la Constitution française, vous avez un article 34 qui répertorie tout ce qui relève de l'autorité de la loi. Et en contrepoint, vous avez l'article 37. Donc, tout ce qui n'est pas inscrit dans l'article 34 relève de ce qu'on appelle le pouvoir réglementaire. Donc, un décret ou encore un arrêté. Alors, donc l'idée, c'est que, et c'est déjà le cas avec l'habilitation, on peut nous autoriser par la voie de l'habilitation à prendre des règles, créer nos propres règles, et c'est déjà le cas en matière d'énergie, c'est le cas pour Martinique Transport. Oui, mais qui ne marche pas. Ça, c'est autre chose, monsieur. Ça, c'est autre chose. Non, mais il y a quelque chose qui fait que ça ne marche pas, puisqu'ils
ils ont l'habilitation pour faire que ça marche. Donc, ça cause quelque part. Non, ils avaient une habilitation pour instituer une autorité unique. Bon, ils l'ont fait. Bon, c'est Martinique Transport. Bon, ok, d'accord. Mais pourquoi il faut aller plus loin? Il faut aller plus loin. Là, on entre dans un autre domaine qui est celui de l'action publique et de l'efficacité de l'action publique. Bon, mais s'agissant du problème du transport, il est très profond parce que les élus sont confrontés à la gestion d'un passé. Oui. Donc, la façon dont le transport Il n'y a pas que le transport, hein. Il y a l'eau aussi. Hein. Alors, l'eau, c'est encore un autre débat. Donc, mais ce que vous dites là est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que force est d'admettre qu'aujourd'hui, à la Martinique, il y a de graves problèmes de fonctionnement des services publics. Ce qui n'est pas la même chose. Et pas uniquement les services publics gérés par nos élus, mais aussi des services publics de l'État. Par exemple, la santé. Et tout ça, ça crée un climat qui n'est pas favorable, effectivement, je peux le comprendre, du point de vue des citoyens, à une évolution institutionnelle ou statutaire. Ça demande à réfléchir. Mais je pense qu'il ne faut pas se laisser... Alors, sur la question de l'eau, bon, c'est un problème qui se pose de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la ville de Paris. Se pose la question, donc il y a ainsi que d'autres villes, mais je prends l'exemple donc de Paris. Les élus du Conseil de Paris, parce qu'on ne dit pas Conseil municipal de Paris, parce que Paris est à la fois une ville et un département, d'accord? D'où on dit le fait qu'on parle de Conseil de Paris. Ces personnes, donc avec à la tête Madame Hidalgo, ces personnes réfléchissent depuis un certain temps à l'idée de mettre fin à la délégation de services publics, d'accord? Et de réintroduire la question donc de l'eau, ce qu'on appelle donc sous forme de régie, que ça devienne un véritable service municipal. Parce que quelque part, nous sommes, effectivement, nous sommes dans le même registre. Hein. Est-ce que derrière, donc, il ne faut pas s'interroger sur la question de la délégation de services publics à certains opérateurs? Est-ce que, donc, c'est une question qui peut faire l'objet de débats, d'accord? Où on demandera à tout le monde, puisque ce qui est important, fondamentalement en politique, c'est la question de la délibération. Et la délibération, c'est deux choses. C'est le fait donc de s'échanger entre nous, et la lumière va jaillir, et puis ceci sera informé au sens de mettre en forme sur un document qui va s'appeler délibération ou encore loi. Mais ce qui est important, c'est la délibération, effectivement, la possibilité d'échanger. Mais si nous estimons que, effectivement, tous les opérateurs qui gèrent aujourd'hui l'eau, effectivement, peut-être que les problèmes que nous vivons sont peut-être dus au modèle de gestion, au mode de gestion retenu. D'accord? Donc, il y a matière. Donc, vous voyez, il faut séquencer les problèmes. Et la question, donc, effectivement, donc, de l'eau, comme la question donc, des difficultés, oui, tout le monde vit les dysfonctionnements donc, du service public du transport, mais c'est différent de la question donc, du pouvoir d'habilitation ou encore d'adopter les règles. Et de manière très simple. Lorsque je regarde le transport en Martinique, je me pose la question du modèle économique de la mobilité en Martinique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de voitures. On a des embouteillages qui sont protéiformes, qui sont multiformes et très agaçants tous les jours. Maintenant, si les transports, alors c'est une hypothèse, hein, mais si les transports étaient organisés autrement, probablement que nous aurions moins de voitures sur la route, probablement que nous aurions moins d'accidents, probablement que nous aurions plus d'économies, parce que dans l'embouteillage, il y a l'essence, il y a les pneus, il y a l'entretien, il y a les accidents, etc., etc. Et donc, il me semble, alors je vais peut-être un petit peu, mais il me semble qu'il y a une volonté de maintenir le système comme ça, parce que c'est un système économique qui ramène de l'argent, qui fait vivre. Je suis d'accord. Voilà. Et qui, par ailleurs, est mal fichu. Là où moi je me pose des questions, changement de statut de la Martinique, tout ça, philosophiquement, intellectuellement, tout ça bien belle. Mais en réalité, pour faire quoi? Quand vous avez des gens qui pensent à un service public, ou la malheureuse qui attend, ou moi qui peut attendre, hein, dans le soleil tape, quoi qu'on fait? Il pleut, ou mouillé, ou vous êtes déplacé, ou en retard. Comment ces personnes n'ont pas, avec l'environnement que l'on a là, pensé et construit un système où les gens puissent largement se déplacer? Il y a quelques années, on pouvait faire Fort-de-France, Trois-Îlets jusqu'à minuit. Ouais, maritime. Ça permettait de faire circuler les gens, de faire circuler l'argent.
je pense, hein, ça t'interrompt que là, tu mets le doigt sur un problème essentiel. Hein. Pour la question du transport, je pense qu'on a pris le problème à l'envers, effectivement. Au lieu de mettre en place un système de transport digne de ce nom, répondant aux besoins, aux aspirations de la population, on s'est dit, bon, ben, on va construire des routes. On a multiplié des routes pour éviter des embouteillages, et en oubliant que l'offre en la matière suscite la demande. En l'absence d'un système de transport digne de ce nom, plus on élargit les routes, plus les gens achètent des voitures et plus on a des embouteillages. Oui. Et on arrive très rapidement à saturation. Et là où le système est circulaire, effectivement, tout le monde tire son épingle du jeu. Plus on importe des voitures, plus le prélèvement de l'octroi de mer sera... Ça, c'est un problème sur les octrois de mer. Ça, c'est un gros morceau, ça. Hein. J'ajoute que le FIRT, le Fonds d'investissement routier de transport, qui permet d'entretenir et de construire les routes, qui sont mal entretenues, entretient l'illusion d'une autonomie fiscale, mais qui est assise sur une très grande dépendance, puisque le carburant, on l'importe. Et donc, effectivement, cela renvoie à notre modèle, plus largement, de développement. Et souvent, on se dit, que faut-il faire? Est-ce qu'il faudrait d'abord réfléchir à un modèle avant de penser à une évolution statutaire ou l'inverse? Les élus donnent parfois l'impression que finalement, ça me rappelle un peu une histoire drôle que l'on racontait quand on était enfant. Il y avait un candidat aux élections municipales qui disait... Il disait, je vais construire un pont. Il a été interpellé par un usager et lui a dit, il a répondu, le pont d'abord et la rivière ensuite. Et effectivement, c'est un peu l'impression qu'on a. Justement, Monsieur Daniel, c'est très bien que vous disiez ça parce que toutes vos interventions il y a une question qui me vient. Est-ce qu'on a le sentiment que ce débat, il est plus symbolique, plus juridique, plus politique qu'un vrai projet collectif? Derrière ça, notre population, est-ce qu'il n'y a pas il y a déjà ce désamour que vous aviez noté, Monsieur Marie-Rose, entre les citoyens et les élus. La politique, on a l'impression que les gens, le taux de... C'est pourquoi les gens, maintenant les gens disent, pareil, il faut encore... C'est ce que j'allais dire. Ce désamour est réel. Donc, est-ce qu'il y a un vrai projet collectif ici? Alors, c'est un vrai débat. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un rapport de défiance à l'égard à la fois du personnel politique et je dirais même des institutions. Et la difficulté, c'est de co-construire avec la population un projet collectif, parce que tant que cette population ne se sentira pas directement concernée, elle n'adhérera pas. Elle n'adhérera pas. Et c'est l'une des difficultés de la réforme institutionnelle. Ce n'est pas la seule, c'est l'une des difficultés. S'il n'y a pas une implication de la population, il n'y a pas une mobilisation collective autour d'un projet, les choses auront du mal à se mettre en place. C'est possible, Monsieur François Lubin? Alors, oui, c'est possible. Parce qu'il y avait, vous parliez d'un séminaire qui devait y avoir, le congrès qui n'a pas eu lieu. Moi, je pense que c'était une opportunité. C'est possible, mais vous avez aussi des changements d'ordre, je ne dirais pas social, je dirais d'ordre sociétal. Oui. D'accord? Si je reviens à cette petite, effectivement, blague très bien chantée par, à l'époque, Taxi Créole, d'accord? Il y a quelque chose d'intéressant derrière, effectivement, cette histoire. À l'époque, donc tout le monde vient écouter l'homme politique, d'accord? Tout le monde se déplace, on va au meeting politique. Ça s'appelle conférence. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Réseaux sociaux. Et parce que l'individu, il nous parlait avec ses tripes, au point qu'il pouvait sortir dans ce genre de propos. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Tout le monde est derrière son petit écran, installé confortablement donc, dans son salon, et regarde. Mais l'homme politique, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut donc demander un sondage. Et le sondage va faire apparaître que c'est ce que M. Tissonson veut. Qu'est-ce que vous voulez qu'il aille dire à la télé le soir?
il dira exactement ce que le sondage a dit. Monsieur Tissonson va dire bravo. Alors, il faut mettre ceci en parallèle avec, effectivement, quelque chose d'ordre sociétal. C'est l'individualisme qui imprègne la société aujourd'hui, où chacun se replie dans sa sphère privée. Oui. La liberté, chez les Grecs, d'accord, était libre ceux qui participaient à la délibération publique. Aujourd'hui, on est passé à ce qu'on appelle la liberté-autonomie, où chacun se replie sous sa sphère privée. C'est le monde dans lequel nous vivons. Donc, ceci doit être mis sous la table aussi quand on analyse ce genre donc, de problèmes qui sont des problèmes pour le moins épineux et sérieux. Oui. Je pense que là où se pose un autre problème du point de vue de notre société, ce problème sociétal, toutes les politiques, toutes les décisions politiques, tous les projets politiques se basent beaucoup autour de l'économie. Oui. Parce qu'il y a le diktat de l'économie aujourd'hui. Oui, mais en même temps, il y a des humains. Donc l'humain est absous de la réalité sociale au profit de l'argent. Oui. D'accord? Et le problème que nous avons, c'est que d'un côté, il y a un problème d'argent, mais de l'autre côté, il y a un problème du vivre ensemble, de cette dichotomie sociale originelle que nous avons de la société martiniquaise, d'accord? Où l'État, qui normalement devrait rapprocher deux populations qui étaient très éloignées, ne l'a jamais fait. Oui, oui, oui. Lorsqu'on regarde Tocqueville, par exemple, le schéma de Tocqueville, le passage de la monarchie à la République, il y a beaucoup de personnes qui sont sur le banc. Aujourd'hui, on nous fait passer de l'esclavage de ce système 101 à un système de citoyenneté, mais duquel il est vidé, duquel ce que nous attendons, ce que nous voulons, n'est pas pris en compte. Et ça pose un problème. Donc, changer les statuts, oui, pour faire quoi? Un projet, est-ce que c'est simplement un projet économique? Est-ce qu'il n'y a pas un projet social? Qu'est-ce que nous faisons? Et le problème, c'est que, oui, c'est bien, l'espoir, parce que ça nous fait rêver. Ça me renvoie à ce que nous étions en train de dire avant que vous disiez le pont d'abord et la rivière après. C'est exactement la même chose. Messieurs, une question. Merci à vous quatre. Très intéressant. Je pense que vous, les Itata, vous êtes comme moi, très intéressés par ce qui se dit. Mais j'ai une question pour ceux qui ne savent pas la différence entre l'autonomie et l'indépendance. Clairement, aussi simplement que possible, est-ce que vous pourriez pédagogiquement nous répondre à cette question? Autonomie, indépendance. Alors, je vais commencer, puis... Alors, je vais parler donc en tant que juriste. Autonomie, c'est autonomos. Comme on dit, donc étymologiquement, originellement. D'accord? Autonomos. Ça veut dire qu'on se donne ses propres règles. Et c'est une aspiration d'abord de tout individu qui atteint l'âge de la majorité pour... Parce que philosophiquement, c'est la question du libre arbitre. Derrière ceci, il y a la question, donc tout être humain, le libre arbitre, le moment où dans ma vie, c'est l'âge de la majorité. Je vous rappelle que du temps donc, de Rome, notamment, que la majorité, c'était 33 ans, l'âge de Christ. Donc aujourd'hui, on est descendu aujourd'hui à 18 ans, mais Mme Taubira Delanon, quand elle s'est présentée au présidentiel, elle avait proposé qu'on le descende donc à 16 ans. Mais en tout cas, c'est un passage, un rythme donc, dans la vie d'un être humain, ce passage où on devient maître de soi. C'est ça donc l'idée de l'autonomie, philosophiquement et juridiquement, on se donne ses propres règles. L'indépendance, alors il faut ramener maintenant cela aussi dans notre configuration de territoire situé au-delà de la mer. D'accord? Parce que c'est ça la reconnaissance d'outre-mer. Géographiquement parlant, outre-mer, au-delà de la mer. Après, ça a une dimension historique, juridique, où ce sont des territoires qui sont rattachés à un autre pays qui s'appelle la France. L'indépendance signifie tout simplement que nous évoluons en dehors de la France. Si je peux être tout simple, que nous décidons d'évoluer en dehors de la France. Alors, d'abord, une observation, et vous avez tout à fait raison de poser la question. Il n'y a pas de définition de l'autonomie dans la tradition juridico-institutionnelle française. Ça n'existe pas. De ce point de vue, l'autonomie, on ne trouvera pas une définition dans la Constitution. Et l'autonomie, c'est une auberge espagnole. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'auberge espagnole. C'est ça, on y met ce qu'on veut. Tout à fait. Mais ce que par contre, monsieur a dit... Mais il me semble que l'eau... Alors, pardon, je vous laisse finir. Pour moi, l'autonomie, il y avait une définition de l'autonomie dans le fameux congrès du Morne Rouge. Tout à fait, oui. Il y avait une définition. Il y avait une définition assez claire de l'autonomie, c'est-à-dire le transfert à la fois de pouvoir et de compétences très clairement circonscrits. Et
et avec à la clé également les moyens. Aujourd'hui, l'autonomie, quand on en parle, eh bien, ça se ramène à un pouvoir normatif autonome que l'on peut décliner de deux façons, l'adaptation et la dérogation. Pour moi, l'autonomie, il faut l'appréhender de manière globale. C'est-à-dire que si on veut mettre en œuvre une autonomie pour la Martinique, il faut bien sûr prendre en considération la dimension institutionnelle, l'exercice de pouvoir normatif et de compétences, et ça peut être discuté avec l'État, mais il faut également prendre en compte notre capacité à être moins dépendant du point de vue économique, parce que l'autonomie politique assise sur une dépendance, comme c'est le cas actuellement, c'est poser cautère sous jambe de bois. Et c'est valable aussi pour l'indépendance. Absolument. Mais d'accord. Il m'a semblé. C'est valable pour l'indépendance parce que on voit bien que dans certains pays qui sont dits indépendants, mais qui sont dépendants à l'endroit de leur ancienne colonie, d'accord, ou encore aujourd'hui à l'endroit des États-Unis, ils sont bien indépendants politiquement parlant, mais dépendants économiquement. Donc vous voyez, c'est la quadrature du cercle. Comment vous comparez tout ça avec les pays du Commonwealth qui sont c'est précisément ce dont vous parliez ou pas? Le Commonwealth, c'est un concept très particulier parce que le Commonwealth, c'est quoi? C'est une association d'États d'ex-colonies britanniques, mais qui peuvent être indépendants. L'Australie en fait partie. Donc c'est pas un modèle la couronne d'autonomie. Je veux dire, même les territoires indépendants de la Caraïbe, qui font partie du Commonwealth. Oui. Est-ce que vous savez qui est le chef d'État? Ça reste le roi, le roi Charles, bien sûr. C'est le roi Charles. C'est pour ça que je posais la question. Ouais. Mais en fait, celui qui exerce le pouvoir, c'est le Premier ministre ou la Première ministre. Mais sur le papier, on sait, c'est le roi Charles III, mais concrètement, effectivement. Vous aviez une question, oui, juste François Libert? Comme monsieur a dit, on peut dans l'indépendance, on peut fonctionner hors de la France. Mais peut-on choisir dans la Caraïbe des pays où on pourrait fonctionner avec eux? Mais alors, ce serait effectivement l'un des avantages de l'indépendance. Et ça me fait penser, pas littéralement, à une phrase de Jean-Marie Tjibaou. Donc, on aurait le choix, en devenant indépendant, nous aurions cette liberté, cette capacité de choisir ceux avec lesquels nous voudrions cheminer. Pour l'instant, on est dans un régime, dans un système, puisque étant territoire encore appartenant donc à la République française, nous avons la possibilité de faire de la coopération. Alors, juridiquement, ça s'appelle la coopération territoriale. Mais bon, on entend aussi certaines personnes parler de diplomatie territoriale. D'accord? Bon. Mais on nous permet d'entretenir des relations avec nos voisins. Mais ceci est cadré parce que nous ne pouvons coopérer avec nos voisins que dans les domaines où nous sommes compétents. Et deuxièmement, à condition qu'on ne remette pas en cause les relations que l'État français entretient avec ces mêmes territoires. Si nous respectons ces deux conditions, nous avons la possibilité d'entretenir des relations avec notre voisinage cordial. Certains diraient qu'il faut encore lever le doigt et demander la permission. Pour compléter sur la notion d'autonomie, il y a eu quand même une esquisse de la part d'Aimé Césaire, qui le 21 février 1978 a prononcé dans la cour de la mairie de Fort-de-France un discours célèbre des 3 voies et 5 libertés. Exactement. Et pour lui, l'autonomie, ça renvoie à 5 libertés. Donc la liberté économique, la liberté politique, bien sûr, la liberté du point de vue culturel, la liberté du point de vue fiscal et la liberté du point de vue douanier. Et donc, là, il y a là une vraie réflexion, à mon avis, qu'on doit mener pour voir jusqu'où on peut aller en matière d'autonomie et cesser de se focaliser exclusivement sur la dimension institutionnelle. Encore une fois, je ne considérerais pas la Martinique comme un territoire autonome si on reste totalement asservi aux importations et à la dépendance des subventions européennes et des subventions de l'État, quoi. D'accord. Monsieur Oudinot, vous... Oui, alors il y a des choses qui m'interpellent. Il m'a semblé entendre, alors la politique, je l'entends, c'est de la politique, je suis politologue de comptoir.
hein, le politiste de comptoir. Il me semble que l'Europe voudrait que les pays européens soient des régions autonomes. Il me semble qu'il y a quelque chose autour de ça. Alors vous me dites, Il y a une charte. il y a une charte de l'autonomie. de l'autonomie. Bon, autour de ça. Lorsque l'on regarde la Nouvelle-Calédonie, qui est un endroit où le plus d'alcool, en Polynésie, la drogue, et dans ces deux territoires qui sont des territoires autonomes, on regarde la situation sociale, où ce sont des gens qui sont en souffrance, où ce sont des gens qui sont en misère, où ce sont des gens qui sont pauvres, et où la population, notamment en Nouvelle-Calédonie, s'est complètement transformée. Quelle serait la situation de la Martinique aujourd'hui si nous mettons sur ce même modèle d'autonomie, entre guillemets, puisque ça n'existe pas, à part la charte qu'on essaie de faire. Et est-ce que finalement ces deux régions-là, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, ne servent pas de modèle, d'exemple pour la France, pour savoir de quelle manière elle pourrait rentrer dans cette charte, etc. Je ne sais pas si mon propos est... Oui. Alors, bon, moi je crois que... Tout à l'heure, Justin a dit, a tenu un propos, il faut qu'autant que faire se peut, que nous essayions aussi de prendre donc, de la distance par rapport à nos contingences locales. Là, on a un phénomène mondial qui est la société de consommation. D'accord? Et c'est d'ordre économique. Nous sommes dans un... Alors, il me semble que tu l'as dit, Oui. tout est marchand aujourd'hui. Parce que ce qui domine sur cette planète, à la fois, donc c'est une doctrine économique, le capitalisme, et puis la doctrine philosophique, c'est le néolibéralisme. D'accord? Et que nous soyons autonomes ou indépendants, nous n'allons pas échapper à ces considérations qui, effectivement, affectent le monde entier. Cette société de consommation. Moi, il y a une publicité qui me fait frémir. C'est celle où vous avez un bébé, donc qu'on pousse dans un... Enfin, oui, bon, d'accord. Une poussette. Une poussette, voilà, une poussette. Et sa petite tête dépasse la fenêtre. Et qu'est-ce qu'il voit? Le M jaune. Le M de McDonald's. Tout est là. Tout est là. Ça veut dire que cet enfant... Formaté. il est formaté. Mais l'école elle-même ne produit plus des gens Donc, qui c'est ont... cette société de consommation. Et la question que j'ai envie de poser là, qu'on pourrait se poser, c'est quel est l'intérêt de la France de nous accorder l'autonomie ou l'indépendance? Et a-t-elle intérêt? Mais elle n'a pas... Quelque part, elle n'a pas intérêt. Bon, donc c'est pour ça que géopolitiquement, la France est la deuxième puissance maritime grâce à nous, l'outre-mer. absolument. l'outre-mer. Et l'argent que nous lui rapportons est énorme. Oui, non mais je voudrais quand même apporter des éléments de réponse à cette question qui me semble importante. La question, le problème dans les Outre-mer ne concerne pas simplement le rapport à l'État. Il y a dans ces territoires un passé colonial qui n'a pas toujours été soldé. Et force est d'admettre qu'à bien des égards, l'État n'a pas tenu ses promesses. La République n'a pas tenu ses promesses en matière d'égalité. On le voit encore aujourd'hui. La société martiniquaise a une structure profondément inégalitaire et elle sécrète de la pauvreté, des formes de pauvreté qui sont irréductibles. Et moi, je pense qu'il faut porter la cognée à la racine du mal. A fortiori, si on veut avoir l'adhésion de la population pour aller plus loin. C'est quand on aura réglé ces problèmes, quand on aura, qu'on pourra capitaliser sur les décisions qui sont prises pour aller plus loin, quoi. Voilà. Monsieur Justin Daniel, est-ce que c'est incompatible, cet attachement à la France, puisqu'on parle d'identité, là, est-ce que c'est incompatible avec le désir d'autonomie? Pas du tout, c'est pas incompatible. Loin de là. Pas par rapport à la France. Oui. Pour la France, c'est un problème. Mais de toute façon, mais de toute façon, le Martiniquais a plusieurs cartes d'identité, je dirais. Il se considère comme Martiniquais, il se considère comme citoyen français, il peut se considérer comme, d'un point de vue culturel, comme
ressortissants de la Caraïbe et il joue à merveille sous ces différents registres identitaires. Oui. Il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. On peut parfaitement assumer son identité dans un cadre autonome au sein de la République française. Et dans votre question, il y a un mot qui est très important. Vous avez dit « et », la conjonction « et ». Et c'est un peu notre registre aujourd'hui. Il y a de moins en moins de place pour le « ou », l'un ou l'autre. On est aujourd'hui dans un monde où il faut, autant que faire se peut, articuler les choses qui, a priori, apparaissent antinomiques. Mais vous pensez bien que ce n'est pas simple. Oui. Ce n'est pas simple du tout. Mais au moins, c'est stimulant. Et ça encore, ça plaide pour la délibération. Ça plaide pour la délibération. Que nous débattions, si nous voulons donc articuler l'autonomie tout en restant dans la République, que nous débattions de cela et que nous nous accordions. Et je vous dirais, comme avait dit Napoléon, délibérer, mais une fois que vous avez décidé, allez-y. Allez-y. Sans transition, la tribune digitale. Alors, elle ne va pas vous choquer, cette question de la tribune digitale pour vous, messieurs, si vous n'êtes pas familiers à la question. La tribune digitale est une question que je choisis parmi les commentaires des téléspectateurs quand j'annonce le sujet sur les réseaux sociaux. Alors, très courte, les indépendances d'autres fini qu'en Haïti. Je l'ai retrouvée, celle-là, on l'a entendue plus d'une fois. Alors, comparer souvent Haïti à la Martinique, quand on parle d'indépendance, ça c'est... C'est un construit social, ça. Oui. C'est un construit social. Oui. C'est une manière, parce que pour dominer un peuple, il faut de la famille, il faut lui faire peur. Ouais. Et de ce point de vue-là, je trouve que la France y arrive très très bien. Et Mais est-ce que nous avons besoin de la France pour cela? Je pense que nous n'avons pas besoin de la France pour cela. C'est vrai, c'est vrai. Cependant, qu'est-ce que nous faisons? Et là où ça pose un problème en Martinique, c'est que les hommes politiques sont conscients de ça, mais ne font pas ce travail d'amélioration du regard que nous portons sur nous-mêmes et sur la France. Et sur Haïti. Je Et me permets de le dire. Oui, Mais il n'y a pas que Haïti seulement qui est indépendant. Il y a la Barbade, il y a d'autres pays. Non, mais il y a la ce n'est Guadeloupe. pas tant ça. Ce n'est pas tant ça. Le fait de parler d'Haïti, c'est parce qu'Haïti, on nous a montré Haïti comme le Biafra, dans la pauvreté, dans la misère. On oublie de dire qu'Haïti est une grande île, que c'est La première République noire. la première Tout à fait. République noire, qui a de très belles plages, qui a des gens qui sont très riches, qui a des endroits qui sont magnifiques. Mais en fait, c'est le fait de vous couper les abs sous les pieds. C'est couper les abs sous les pieds. Parce que nous rapportons de l'argent à la France, parce que ça permet d'avoir le mauvais et le bon. Le mauvais, c'est... malgré le fait qu'on soit français, nous sommes considérés comme des étrangers. La France dont nous parlons aujourd'hui, là, n'est qu'un conglomérat de régions. C'est son histoire d'ailleurs. Oui, et ça n'a jamais... Il n'y a pas... Stricto sensus, il n'y a pas de Français de souche. Alors, par rapport à cette question. question, moi, je voudrais faire deux observations. Effectivement, c'est malheureusement ancré dans l'imaginaire collectif et ça se nourrit du débat qu'on a eu dans les années 60-70 sur la question du statut et l'épouvantail du langage. Ça, c'est la première observation. Et il faut qu'on arrive à se défaire, me semble-t-il, de cette posture. La deuxième observation, c'est le rapport très ambivalent que nous avons à l'égard de nos frères haïtiens. Tantôt, on met l'accent sur le fait qu'ils incarnent la première République noire. Et ils ont dans la bonne musique la chanson de comment s'appelle le groupe guadeloupéen. Il a une très belle chanson que nous autres aimons Haïti, enfin, ils autres aimons. Et tantôt, ils subissent un phénomène de rejet de la part des Martiniquais. Donc là, je pense qu'il y a un vrai souci et je crois qu'il faut sortir de cette posture à l'égard des Haïtiens. Oui, on nous a appris, comme dirait Malcolm X, à nous détester, à nous haïr, et le regard que nous portons sur les... Et comme l'a dit donc, tout à l'heure notre camarade, c'est un construit social. C'est ça. Oui, C'est un construit social. Qui n'a sans cesse... Il est alimenté sans cesse. Il est alimenté sans cesse. Qu'est-ce qu'on nous montre à la télé? Qu'est-ce qu'on nous a montré du Biafra? Quel est le rapport que nous avons gardé avec l'Afrique? Donc,
il me semble qu'il y a quelque chose qui est un petit peu tordu. Il y a quelque chose d'un peu tordu dans cette posture, dans cette position. On nous parle d'autonomie, le plan de Valls, le truc de Bougival. Finalement, pour arriver à quoi? Pour nous permettre de faire quoi? Et il est évident que bon, alors, la France n'a plus l'Afrique pour avoir beaucoup d'argent, enfin un peu moins. Et je me demande que si nous sortons de la France, nous, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Polynésie, etc., comment sera la France? Messieurs, il nous Mais les reste histoires ne sont pas les mêmes. moins de deux. Parce que Désolé, monsieur François Lubin, il faudra Oui. faire court. Je suis désolée. Je vais vous laisser l'occasion de conclure parce qu'il nous reste moins de 2 minutes. La question est la suivante. Changement de statut de la Martinique. Faut-il craindre ou espérer ce changement de statut? Selon vous, courtement, vous 4, messieurs, qui voudrait commencer? On a peu de temps, messieurs, si vous hésitez, on perd Alors, toutes nos secondes précieuses. Il ne faut pas craindre un changement de statut, mais il ne faut pas investir des espoirs démesurés. D'accord. Bon, je pense qu'il y a une information apportée au niveau de la population de compréhension pour savoir pourquoi ce changement et qu'est-ce que ça va nous rapporter. Voilà. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit dans la pensée magique. Expliquez, on a quelques secondes avant M. Udinot. Allez-y. Oui, Vas-y. c'est important. Alors, la pensée magique, c'est de croire qu'il n'y a qu'une solution. Donc, il ne faut pas craindre, mais on peut espérer quand même, effectivement, au sein donc, de la République française, que nous puissions, effectivement, nous assumer économiquement, sur certains points, socialement, parce que personne d'autre ne le fera à notre place. Absolument. Me concernant, craindre, de toute façon, on a une propension à craindre le changement, de manière générale. Et j'ai envie de dire qu'il faut nous faire espérer, mais espérer au travers d'un projet concret, valable, qui prenne en compte la réalité sociale, qui prenne en compte la situation de la Martinique et qui nous permette enfin de dire qui nous sommes autrement que par la voix des autres. Très bien. Merci beaucoup à tous les 4 de m'avoir éclairé, d'avoir éclairé nos Itata quant à cette question de changement de statut. Alors, chers Itata, ensemble, on va écrire cette nouvelle page de notre histoire. Bonne soirée et à jeudi.